Bonjour, bienvenue dans cette vidéo destinée à expliquer les bases des concepts de March of History, le dernier jeu de Celsius Online. March of History est un jeu entièrement jouable dans un navigateur, sans téléchargement, et il est gratuit. Pour pouvoir jouer, vous devez vous créer un compte, ce qui ne prend pas plus de 10 secondes, puis vous connecter. Une fois connecté, vous arrivez dans le lobby, l'écran qui décrit les parties en cours. Vous avez également accès depuis cet écran à des écrans qui ne sont pas présentés dans cette vidéo, par exemple une messagerie interne qui permet de dialoguer avec des joueurs, y compris pendant, après ou en dehors d'une partie, le forum que nous vous invitons à consulter qui fait partie du jeu, qui le prolonge et qui également vous permettra d'avoir accès à des informations ou de demander de l'aide. Donc, la liste des parties. Chaque ligne est consacrée à une partie ouverte au public ou bien une partie privée à laquelle vous avez été invité. Ici, on peut voir deux parties, dont une où s'affrontent environ 500 joueurs depuis déjà plusieurs années de jeu, et une autre, plus petite, qui est conçue pour seulement 50 joueurs. C'est cette dernière mini-partie que nous allons rejoindre. En cliquant sur « Rejoindre la partie », on arrive sur une interface de choix de la famille à incarner. En effet, quand vous commencez une partie au Moyen-Âge dans March of History, vous incarnez d'abord une famille de la noblesse européenne. Les choses évoluant ensuite avec le temps, les familles s'effaçant au profit des États, des royaumes, ou des groupes d'intérêt particuliers, ou encore des classes sociales. Mais je n'en dis pas trop, pas de spoil. Choisissons ici, par exemple, la famille dite de Bretagne. Nous voilà maintenant à l'intérieur de la partie. Nous incarnons la famille de Bretagne, et en particulier le chef de cette famille, Budogan, un nom typiquement breton, dont nous voyons le portrait en bas. Le jeu repose sur 4 piliers fondamentaux qui sont repris dans le menu en haut de chaque écran. Tout d'abord, la carte du monde. C'est l'écran sur lequel nous sommes actuellement. Il est possible de faire défiler cette carte en maintenant enfoncé le bouton de la souris et en se déplaçant. On voit ici les limites de la province que possède la famille que nous dirigeons. Ici, il faut bien noter qu'on est sur une carte pour 50 personnes, ce qui est un chiffre tout petit pour ce jeu. Donc, la carte possède un facteur d'échelle particulièrement grand, et cette petite seigneurie est donc en réalité un vaste duché, le duché de Bretagne. La carte permet donc de spatialiser les éléments de puissance des familles ou des États, notamment les villes et les armées. Pour l'instant, nous n'avons pas d'armée à déplacer. Et la ville que nous possédons est Rennes, la capitale de la Bretagne. Deuxième pilier important, la famille. La famille de Bretagne est donc dirigée par Budogan, comme l'indique l'étoile dorée présent en haut à gauche de son portrait. Et la famille comporte un certain nombre de membres qui sont détaillés dans cet encart. Certains de ces membres sont activés, ils apparaissent avec une petite lumière verte et sont repris au milieu de l'écran famille. Ils sont ici au nombre de 4. Les membres activés sont supposés agir en tout point conformément aux volontés du chef de la famille. On remarque que l'un des membres de la famille est par ailleurs orné d'une étoile argentée. Il s'agit de l'héritier du chef de la famille. Cet héritier s'appelle Guillaume, et donc on voit bien que son père est Budogan de Bretagne. C'est lui qui héritera des titres et de la plupart des biens de son père à la mort de celui-ci. Chacun des membres activés de la famille, donc ici au nombre de 4, en comptant le chef de famille, confère un point politique à la famille. Les points politiques seront étudiés par la suite, mais en un mot, ils symbolisent l'effort que la famille peut produire pour amener un ensemble de personnes à effectuer une action complexe sortant de l'ordinaire. Ils traduisent donc une volonté politique mise en œuvre notamment dans la réalisation de grands travaux,
dans des déclarations de guerre, dans des levées d'armées, etc. Sur l'écran des familles, il est possible d'entreprendre une grande série d'actions, de gérer des testaments et les héritages par exemple. Il est également possible de prévoir des mariages. Ainsi, on constate que l'une des filles de Budogan, Godig, qui a 28 ans, n'est pas mariée. On peut choisir d'essayer de la marier à une famille tierce. Par exemple, parmi les voisins, parmi les membres de la famille voisine de Normandie, qui est ici contrôlée par une IA, car personne n'a rejoint la partie pour l'instant. Dans la famille de Normandie, donc, on peut essayer de se mettre en quête d'un mari pour la fille du chef de famille, par exemple Pérec de Normandie, qui est l'héritier de la famille de Normandie. Nous n'allons pas proposer ce mariage pour le moment, car pour l'instant, la famille adverse le refuserait probablement. Troisième pilier du jeu, l'écran des provinces. Ici, mon chef de famille possède le titre de duc de Bretagne, et comme tel, il peut contrôler la province correspondante. Dans la partie droite de l'écran, il est possible de visualiser la ville, aussi bien à l'intérieur de ses murs que dans ses possessions extérieures, notamment les champs seigneuriaux ou les mines, sur lesquels nous reviendrons plus tard. Il y a plusieurs onglets à gauche. L'un d'eux permet de visualiser les grands bâtiments et les grandes structures construites dans la province. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre qu'une église. Et nous remarquons que nous avons 100 personnes qui sont affectées et formées à la construction de nouveaux bâtiments. Nous allons justement construire un nouveau bâtiment, une cabane de bûcheron. Elle coûte 1000 écus et nous en avons plus de 10 000. La construction est très rapide. Le nouveau bâtiment apparaît ici dans la liste des bâtiments construits. Nous allons affecter de la population à la cabane de bûcheron. Voici 100 personnes. Nous remarquons ici que la barre bleue n'est pas hachurée, ce qui signifie que les personnes que nous avons affectées ne sont pas encore formées et donc pas encore efficaces pour la coupe du bois. En attendant que ces personnes deviennent efficaces, nous allons entreprendre une nouvelle construction. Par exemple, une petite scierie. Là encore, la construction va être très rapide. Et en attendant qu'elle se termine, cliquons sur l'onglet Politique et constatons que la famille de Bretagne ne contrôle pour l'instant la Bretagne qu'à 80%. C'est-à-dire que 20% de la population est à peu près sans allégeance, ce qui diminue d'autant les taxes que nous percevons annuellement. Chaque année, il est possible de dépenser un point politique afin d'augmenter ce contrôle de 10%. Nous avons 4 points politiques qui nous sont fournis par les 4 membres activés de la famille et nous pouvons donc en dépenser un ici. Le contrôle sur la province de la famille de Bretagne passe à 90%. Nous verrons plus tard comment cela a un impact sur les taxes perçues. Ici, il reste 2 minutes avant la construction de la petite scierie, dont les avantages seront décrits plus loin. Nous pouvons en attendant, dans l'onglet Informations générales, consulter les recettes estimées. Il est estimé que nous allons toucher 2700 livres de taxes à la fin de l'année. Ce revenu est répercuté sur les revenus globaux de la famille. En augmentant les taxes de 20%, nous allons diminuer le moral de la population et dépenser là encore un point politique. Ce que nous faisons.
Nous pouvons ici consulter d'autres informations sur la seigneurie, comme le nombre de soldats qui sont mobilisables, c'est-à-dire le nombre de levées qu'il est possible de réaliser dans cette région, le moral, la croissance de la population, qui ici est de 0%, son taux d'activité économique, etc., etc. La petite série va bientôt être construite, et nous pourrons ensuite envisager une nouvelle construction. Voilà. Il existe d'autres constructions, celles qui sont présentées ici. Certaines nécessitent des points politiques, par exemple le marché, et certaines sont beaucoup plus longues. La motte castrale, qui est pour ainsi dire le premier modèle de château que la famille va construire dans cette ville, permettra d'encourager notamment la progression du pouvoir central et l'amélioration des technologies. Le quatrième pilier du jeu, c'est l'écran stratégie. En début de partie, c'est peut-être celui qui semblera le moins important et son importance va augmenter progressivement pendant la partie. Il permet d'avoir un certain nombre d'informations sur les puissances, c'est-à-dire les familles, les États notamment. Il permet également d'entreprendre des actions complexes. Et c'est notamment ici que sont centralisés les différents traités qui peuvent être signés. Il est ainsi possible d'effectuer des traités de paix, de mariage, de gérer les liens de vassalité, etc., etc. Avant de terminer cette vidéo de présentation, rendons-nous dans l'écran de la seigneurie de Rennes. Le chantier, on le constate, est terminé et la motte castrale est disponible. Il est ainsi possible d'y affecter des villageois et de développer de nouvelles technologies. Ces technologies peuvent être par exemple des techniques agricoles, des méthodes de commandement militaire ou d'organisation, depuis l'an 1000 jusqu'à l'âge nucléaire. Ces technologies ne sont pas seulement des éléments de jeu qui débloqueraient des bâtiments ou des unités militaires. Progressivement, elles modifient en profondeur les concepts de jeu et les équilibres. Le jeu en 1800 n'a quasiment plus rien à voir avec ce que je viens de vous montrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.